Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au sujet de la propriété intellectuelle et les relations de travail. Alors avant de commencer, je vous invite à m'indiquer si vous m'entendez bien, si le son fonctionne dans la zone de chat qui est à votre disposition à droite de votre écran. Parfait, ça a l'air de fonctionner. N'hésitez pas si pendant le webinaire il y a un écho ou vous ne nous entendez plus très bien à nous l'indiquer. Et vous pouvez également utiliser cette zone de chat pour poser toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Alors, sans plus attendre, donc je me présente, je suis Cindy Rose, je suis juriste au sein de l'APP, donc de l'Agence pour la protection des programmes, et je suis accompagnée aujourd'hui de Cyril Fabre, qui est avocat spécialisé en IP-IT, et Maître Harold Berrier, avocat spécialisé en droit social, tous deux au sein du cabinet IDES. Alors, Maître, avant de vous laisser la parole, donc rapidement, je vais un petit peu présenter ce que c'est l'APP. Donc l'APP est l'organisme de référence pour la protection des créations numériques et des actifs immatériels. Et donc, a fortiori, en matière de protection des auteurs de créations numériques. Ce qu'on entend par création numérique, ce sont les logiciels, les bases de données, les applications, etc. Et donc, rapidement, l'APP propose différents services, dont le dépôt probatoire, qui vous permet de déposer votre création numérique, et donc, en cas d'utilisation frauduleuse ou de contrefaçon, vous permet de prouver la date de la création et donc prouver votre antériorité, présumer de votre titularité droit sur cette création déposée et également matérialiser le contenu de cette création et ses évolutions par le biais de dépôts de mise à jour. Également, comme nous allons le voir, une création numérique n'est pas toujours l'œuvre d'une seule personne, d'un seul contributeur. Or, notre système vous permet de déclarer des co-titulaires sur un même dépôt, ou alors permet à chaque titulaire d'une même création de déposer les éléments qui lui appartiennent. Alors, pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre site internet et vous aurez également nos coordonnées à la fin de cette présentation. Alors, sans plus tarder, donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Cindy. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter la problématique de la propriété intellectuelle sous un angle peut-être un petit peu moins habituel que le strict contrat de travail ou le strict contrat commercial, mais en allant un petit peu dans les coins pour voir quelles sont les situations atypiques qui ne sont pas forcément bien appréhendées, bien maîtrisées, qui peuvent donner lieu à des difficultés pour la sécurisation des droits de propriété intellectuelle. Alors, on va déjà commencer par synthétiser un petit peu le propos en expliquant que les typologies de contrats que nous allons traiter aujourd'hui sont de 4 ordres. On va parler de contrat de travail atypique, contrat de travail temporaire et contrat de portage salarial. On va parler de stage aussi, de mandats sociaux et de prestations de services. Alors le premier cas de figure que nous allons étudier, c'est celui du travail temporaire. Et il nous a paru important de rappeler les bases de cette relation, qui est une relation tripartite, comme vous pouvez le voir sur le schéma, qui met en présence une entreprise de travail temporaire, un salarié travailleur temporaire, également appelé intérimaire, et une entreprise utilisatrice. Donc c'est une relation triangulaire dans laquelle le salarié intérimaire conclut un contrat de travail qu'on appelle également contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire, laquelle entreprise de travail temporaire conclut quant à elle un contrat commercial qu'on appelle un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Et la particularité de cette relation de travail et commerciale d'un type particulier, c'est que précisément, il n'y a pas dans l'acception la plus stricte du travail temporaire, il n'y a pas de lien contractuel entre le salarié intérimaire et l'entreprise utilisatrice, ce qui peut précisément présenter des difficultés dans le cadre de la sécurisation de la propriété intellectuelle de l'entreprise utilisatrice ou également, si tel était le cas, du transfert des droits de propriété intellectuelle du salarié intérimaire.
Le deuxième cas de figure que nous allons étudier concerne le portage salarial. Le portage salarial, c'est une expression que vous avez sans doute entendue. L'expérience prouve néanmoins que le portage salarial n'est pas quelque chose de toujours bien maîtrisé. Il s'agit en fait d'un avatar, pourrait-on dire, de l'intérim, puisque là encore, il s'agit d'une relation tripartite entre une entreprise de portage salarial, un salarié porté et une entreprise cliente. Alors, relation triangulaire, là encore, qui repose sur la conclusion d'un contrat de travail entre le salarié porté et l'entreprise de portage salarial, et sur la conclusion d'un contrat commercial entre l'entreprise de portage et l'entreprise cliente. Pour mémoire, ou pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce dispositif, le portage salarial est en fait une forme d'emploi qui tente de concilier les avantages du travail indépendant avec la sécurité que procure le salariat, et en particulier la possibilité pour le salarié porté de bénéficier de l'assurance chômage. Donc, un contrat de travail d'une part, un contrat commercial d'autre part, vous retrouvez une similitude avec le contrat de travail temporaire, et à nouveau, et c'est ce qui le caractérise, une absence de lien contractuel entre l'entreprise cliente et le salarié porté. Deuxième grande catégorie que nous allons aborder, c'est la catégorie des stagiaires. Le stagiaire n'est pas salarié, cela peut paraître une évidence, mais c'est important de le rappeler. Le stagiaire est la plupart du temps un étudiant qui va donc être mis dans une entreprise en situation de travailler dans un milieu professionnel en vue d'acquérir des connaissances et en particulier dans la perspective d'obtenir in fine un diplôme ou une qualification. Le stagiaire n'est pas là, faut-il le rappeler, pour remplacer un salarié ou pour effectuer le travail à la place d'un salarié, même si effectivement il va être amené à accomplir une prestation de travail. Cette prestation s'inscrit dans un cadre très particulier d'acquisition de connaissances avec cette finalité que j'évoquais d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle. Troisième catégorie, souvent méconnue, et là on quitte le registre social, en tout cas du droit social, pour passer dans le registre du droit des sociétés, c'est le statut de mandataire social. Le mandataire social, ce n'est pas un salarié, c'est une personne qui est désignée par l'Assemblée générale des associés dans une société, donc, pour exercer à la tête de cette société un pouvoir de gestion, d'administration et de représentation de cette société à l'égard des tiers. Le point principal qui le distingue donc du contrat de travail, c'est le fait que le mandat social ne s'exerce pas dans le cadre d'un lien de subordination, le mandataire n'ayant de compte à rendre qu'à lui-même dans l'exercice de sa mission au quotidien et in fine à ceux qui l'ont nommé, à savoir les actionnaires ou les associés de la société. Dernière hypothèse que nous allons étudier, c'est celle du contrat de prestation de service. Le contrat de prestation de service, qu'on appelle également contrat d'entreprise, on utilise également le terme anglo-saxon de freelance, c'est un contrat qui peut être civil ou commercial en fonction des parties qui le concluent, par lequel une personne va s'engager en contrepartie d'une rémunération à exécuter une mission particulière ou une tâche précise. La différence donc par rapport à ce à quoi s'engage un salarié, c'est que le salarié s'engage à mettre à la disposition d'un employeur sa force de travail, alors que le prestataire de service, lui, s'engage sur un objectif précis, sur la réalisation d'une mission précise. Alors, il arrive assez régulièrement, lorsque le contrat de prestation de service est conclu avec un individu par opposition à une société, que la frontière puisse être un petit peu floue entre ce que l'on pourrait attendre d'un salarié et ce que l'on pourrait attendre d'un freelance avec lequel il y a ce qu'on appelle un intuitu personae fort, c'est-à-dire que le choix de recourir au service de cette personne
va dépendre de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît de cette personne quant à ses aptitudes, ses compétences, son sérieux dans l'exécution du contrat. Donc, le contrat de prestation de service, la particularité qui le distingue, c'est l'indépendance dans laquelle le prestataire doit intervenir. Et là encore, cela peut présenter certaines difficultés quant à la préservation ou à la transmission des droits de propriété intellectuelle. Et je vais donc laisser maintenant Cyril Fabre vous expliquer tout cela en détail. Merci Harold. On bascule donc dans les aspects de propriété intellectuelle en tant que tel. Ce qui a été évoqué, c'est que finalement, on a des problématiques liées au lien de subordination dans les différents cas de figure que tu as exposé, Harold, puisque que ce soit sur les intérimaires, les stagiaires, ou plus largement, on pourrait aller sur le terrain des mandataires sociaux. Nous avons des personnes qui sont sans lien de subordination directe avec l'employeur et qui posent plus largement la question des relations, notamment avec les prestataires de services, que ce soit une personne morale ou une personne physique comme un freelance, et qui se confrontent aux principes généraux du droit d'auteur, selon lesquels les droits naissent sur la tête de la personne physique qui est l'auteur, et non finalement sur le commanditaire, donc que ce soit le client qui commande, le bénéficiaire des prestations, voire même l'employeur dans certaines conditions. Ça pose globalement la question des créations de salariés, et ce qu'on a voulu par l'exposé qui vous a été fait par Harold, c'était aller au-delà strictement de ces catégories de personnes et vous montrer finalement qu'il y a des éléments de recoupement pour traiter par typologie de grands sujets. Donc, principe général, les droits d'auteur naissent sur l'auteur. À tout principe, comme en droit, son exception. Je suis allé un peu trop vite. Les exceptions, elles sont de deux grands ordres. On a pris deux grandes catégories. On a pris dans un premier temps les créations logicielles pour les salariés, qui sont une exception au principe du Code de la propriété intellectuelle. Et le deuxième élément, pour ceux qui font de la propriété intellectuelle, l'œuvre collective, donc une œuvre qui est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale. Donc on voit déjà bien qu'en termes de bénéficiaires, ils sont de deux catégories, qu'il est dit qu'il a divulgué sous son propre nom, donc la mise en avant finalement d'une forme de qualité d'auteur, et qui fait fondre les contributions de plusieurs contributeurs. Ils sont, vous voyez dans l'article du Code, ils sont innommés, c'est-à-dire quel que soit leur statut juridique. Et c'est de grands secours, notamment dans le cadre des créations de salariés, parce que très souvent, trop souvent, les employeurs ne formalisent pas par écrit les conditions de cession de droit. À ces deux principes, on a un certain nombre de limites, comme tout principe juridique. Le premier, s'agissant des créations logicielles, c'est qu'en réalité, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où le contributeur est un employé avec un lien de subordination. Donc, de fait, je déclassifie toutes les personnes qui ont été évoquées par Harold tout à l'heure. L'intérimaire, vous n'avez pas de lien de subordination directe. Le mandataire social, qui est un cas extrêmement fréquent quand il est à l'origine, par exemple, d'un développement logiciel, eh bien, il n'a pas de lien de subordination, on n'est pas soumis aux bénéfices de l'exception du Code, mais également tous les tiers. Les tiers, donc, ce sont les prestataires de services, personnes physiques ou personnes morales. Ceux-là sont exclus. Reste la voiture balai, comme souvent quand on a des dossiers de droit d'auteur, qui est l'œuvre collective. Mais là encore, l'œuvre collective, quand on prend la jurisprudence et les conditions d'obtention, d'abord elle est aléatoire en ce que seul le juge est en capacité in fine de reconnaître ou non le caractère d'œuvre collective, et il faut pour ce faire répondre à un certain nombre de critères. Les critères, ce n'est pas uniquement je donne des instructions où je fais part de mes besoins, comme je prendrais dans le domaine du logiciel, on fait part d'une expression de besoin, on transmet à un prestataire de service, personne physique ou morale, et on lui dit réalise-moi ce développement. Ça, c'est insuffisant en soi pour bénéficier de la qualification d'œuvre collective. Il y a une nécessité de suivi de bout en bout du processus de création, que ce soit même limité par de la formalisation, c'est-à-dire j'exprime un besoin, ensuite je le formalise et je valide et je donne les orientations, et je fais une fusion de contributions, ce qui pose aussi une difficulté beaucoup plus factuelle, c'est que lorsque vous n'avez qu'un seul contributeur, fusionner les contributions de plusieurs, ça devient mathématiquement difficile. Donc, même la voiture balai qui est l'œuvre collective, elle présente ses limites. Elle présente aussi ses limites, là c'est un élément
de prospection, c'est que globalement, la jurisprudence jusqu'à présent était assez tolérante, notamment sur les créations de salariés, sur le fait qu'il n'y avait pas de matérialisation par écrit, avec une position doctrinale des puristes du droit d'auteur très forte de dire que le système, non pas de cession automatique, mais de dévolution, donc on garde la philosophie d'origine du droit d'auteur, c'est-à-dire que ça naît sur l'auteur, mais par l'opération du Saint-Esprit législatif se transporte au bénéfice du client ou du bénéficiaire de la prestation. Donc ça, c'est conservé. La doctrine considère que globalement, œuvre collective n'empêche pas, bien au contraire, d'établir par écrit les conditions et la portée de la cession. Et d'ailleurs, quand on regarde les plus grands consommateurs d'œuvres collectives, ça va être les éditeurs d'ouvrages qui, par exemple, prennent un écrit littéraire et y adjoignent du contenu. Ce sont deux contributeurs différents, c'est une fusion dans un ensemble et ce qui donne un ouvrage. Vous n'avez aucun éditeur de la place qui fonctionne sans contrat d'édition. Il est vrai que c'est un contrat en matière de propriété intellectuelle qui est très contraignant, mais tout simplement pour avoir une certitude de la portée des droits qui sont ainsi dévolus. Donc ça, c'est un premier sujet, d'autant que depuis la loi du 7 juillet 2016, il a été établi clairement que les contrats de transmission des droits d'auteur doivent être établis par écrit, ce qui n'était pas dans le dispositif antérieur du Code de la propriété intellectuelle, où on considérait que c'était uniquement à des fins de validité, de possédabilité de la preuve de la cession que l'écrit était nécessaire, alors qu'aujourd'hui, on en fait une condition de validité en tant que telle. Donc, l'écrit est recommandé, il est assurément nécessaire, de toute façon, en matière logicielle, pour tout ce qui ne concerne pas les salariés. Il est d'une manière générale plus que nécessaire dans toutes les relations atypiques qui ont été édictées par Harold, que ce soit les situations intérimaires, mais y compris les stagiaires d'ailleurs, parce qu'on a de la jurisprudence fluctuante sur le sujet, mais également les mandataires sociaux et les dirigeants, et bien évidemment les prestataires de services, puisque le principe général, je le redis, les droits sont conservés par l'auteur, ils doivent être impérativement cédés par écrit, à défaut, il reste entre les mains du prestataire, ce qui n'est pas sans poser de très nombreuses difficultés. Voilà ce qu'on pouvait vous dire de manière balayée assez rapidement sur des situations de relations de travail, y compris atypiques, et les règles générales en matière de droit d'auteur, ce qui nous permet, Cindy, de basculer plus tôt que prévu sur la discussion. On ne vous entend pas. Pardon, c'est mieux avec le micro. Alors, merci Cyril, merci Harold pour toutes ces informations. Donc, effectivement, nous allons pouvoir passer aux questions des participants. Donc, une première question de Marie. Création du salarié, si la mission de création figure dans son contrat de travail. Si la mission de création est dans son contrat de travail, il y a deux aspects. Harold, sur l'aspect purement du droit social, ça participe, je pense, sous ton contrôle, la fiche de poste et la nécessité que ce soit établi. Sur les aspects de droit d'auteur, ça ne change pas le propos. C'est que finalement, ça fait une présomption plus forte de ce que la finalité de son contrat de travail, c'est de réaliser des créations. Mais les principes que je viens d'énoncer seront applicables. C'est-à-dire que les droits restent sur sa tête. Si c'est une œuvre logicielle, ils seront transportés automatiquement au bénéfice de l'employeur. Si c'est une œuvre collective, à supposer qu'elle soit caractérisée, ce qui est souvent le cas dans les relations de travail, on peut globalement, très schématiquement considérer qu'on va rentrer dans de l'œuvre collective, mais on aura des aléas sur la portée des droits qui seront transportés. Donc, recommandation de l'écrit. Et pour compléter sur ce que vient de dire Cyril et pour faire le lien avec l'objet précis de notre présentation, si on sort du strict cadre du contrat de travail à durée indéterminée pour se pencher sur le cas du contrat de travail temporaire ou du portage salarial, on voit bien que la simple insertion d'une clause dans le contrat de travail avec le salarié ne suffira pas. Il va falloir soit s'assurer que le contrat commercial conclu entre l'agence de travail temporaire,
où la société de portage et l'entreprise utilisatrice comprend lui aussi ce contrat, une clause relative à la propriété intellectuelle, et donc on pourrait imaginer que cette clause du coup fasse écho à la clause qu'on trouve dans le contrat de travail. Ou alors, on peut aussi envisager, et là Cyril, je vais te laisser développer, peut-être la conclusion d'un contrat ad hoc entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, contrat dont l'objet serait restreint finalement à cette problématique de la propriété intellectuelle. Oui, après, ce que j'ai pas développé, c'est qu'on a la difficulté dans ces relations récurrentes, c'est qu'on a aussi des principes généraux dans le code de la propriété intellectuelle qui viennent s'opposer assez farouchement à l'organisation d'une cession massive. C'est une disposition du code qui nous dit cession globale des œuvres futures est nulle. Donc, ça oblige à avoir, à partir du moment où on met en place un mécanisme contractuel pour éviter cette difficulté de nullité potentielle, il faut, dans les bonnes pratiques, c'est la réitération. Par exemple, en tout cas, c'est ce qu'on recommande à nos clients. On leur dit, il y a une clause de cession qui est un principe général. Ensuite, en fin d'année, quand on fait l'entretien annuel, on balaie les grandes créations sur lesquelles les salariés sont passés. On pré-reconnaît, on préqualifie la notion d'œuvre collective parce que c'est un élément supplémentaire, même si le juge n'y est pas tenu. En tout cas, ça renforce la présomption. Et ensuite, on lui fait réitérer à l'occasion de l'entretien annuel le fait qu'il a bien voulu céder les droits au bénéfice de l'entreprise. Voilà, oui, ça c'est une solution qui peut être mise en œuvre. Alors, une question de Sabine. Par rapport au statut de prestataire de service, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelques mots sur le statut de sous-traitant, c'est-à-dire la différence juridiquement dans la qualification et dans l'application du régime? Alors, peut-être je vais laisser Harold dire un mot sur sous-traitance, risque de requalification, et puis après je répondrai. Tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sous-traitant, c'est celui qui va effectuer une prestation de service. Donc on reste dans le cadre d'un contrat de prestation de service pour le compte d'un donneur d'ordre. Et ce donneur d'ordre, on peut tout à fait imaginer que c'est même l'essence même de la sous-traitance, c'est que normalement c'est lui qui devait réaliser la prestation dont il va donc sous-traiter toute ou partie à un autre prestataire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que juridiquement, on reste dans le même registre qui est celui du droit commercial. Donc, à partir de là, si on doit rester sur les développements propres au droit du travail, la problématique qui se pose au donneur d'ordre, c'est d'éviter que la relation qu'il va avoir avec son sous-traitant puisse être requalifiée en relation de travail. L'élément clé distinctif, vous l'aurez compris tout à l'heure après notre propos liminaire, c'est la question du lien de subordination. Un sous-traitant ne doit pas se trouver vis-à-vis de son donneur d'ordre dans un lien de subordination, c'est-à-dire que le contrat qui le lie au donneur d'ordre doit prévoir les conditions dans lesquelles il va accomplir sa mission, la date à laquelle il va en particulier rendre le résultat de son travail, mais il ne doit pas être placé dans une situation dans laquelle quotidiennement il recevrait des instructions du donneur d'ordre qui contrôlerait également les conditions d'exécution de ces instructions et qui, le cas échéant, tirerait les conséquences d'une mauvaise exécution en résiliant le contrat, ce qui serait assimilable à une sanction. Et la réunion de ces critères emporterait donc requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail. Sur les aspects de propriété intellectuelle, il n'y a pas de nuance réelle sur le statut de sous-traitant. La différence, c'est que ça va être des obstacles potentiels pour le bénéficiaire des prestations dans la qualification en particulier d'œuvre collective. Donc, principe général, organisation de la cession des droits par écrit, à défaut, ils sont réputés être conservés par le prestataire de service et par l'auteur au sein du prestataire de service si c'est une société commerciale. La difficulté, c'est que si vous avez un entrepreneur principal qui a lui-même un sous-traitant, la démonstration de ce que vous, donneur d'ordre, vous aviez bien donné des instructions en vue de créer une œuvre collective, ça va être beaucoup plus difficile à rapporter. Mais l'énorme avantage, notamment si l'entrepreneur principal a une certaine solvabilité, c'est que vous allez pouvoir l'appeler en garantie, lui. Donc, en résumé, la sous-traitance ne change pas le sujet sur la nécessité d'organiser la cession des droits. Elle peut, dans un sens, créer davantage de difficultés si cette cession n'est pas organisée.
Et dans un autre, en fonction de l'entrepreneur principal, vous donnez davantage de garanties. Il y a un autre aspect qu'on peut évoquer, c'est que le dispositif de cession, il doit répondre des critères de L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui est très schématiquement de détailler chacun des droits cédés, la portée, la destination, le territoire, la durée, etc., etc., et que la jurisprudence admet que dans des relations commerciales, donc qui ne sont pas entre un auteur, personne physique, et une personne morale, on peut non pas déroger à 131.3, mais disons être moins formel sur la portée de la clause. Les juridictions, notamment commerciales, elles vont regarder l'intention des parties et moins s'attacher au formalisme en tant que tel de la cession. Alors, une question d'Eva. Si j'ai bien compris, pour les stagiaires, il faut donc bien écrire dans la convention qu'il y a une cession, car ce n'est pas le même régime que les salariés. Alors, oui, il faut bien écrire la clause de cession, puisque le stagiaire, il n'y a pas de lien de subordination directe, il est détaché par l'école. Donc, on se retrouve dans une situation proche, modulo ce qu'a dit Harold tout à l'heure sur les tâches à exécuter, proche de l'intérimaire. Donc, en fait, l'interlocuteur que l'on a, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas juridiquement l'étudiant, mais l'étudiant chapeauté par l'université ou l'école. Donc oui, il y a une nécessité d'organiser dans ce contexte la cession des droits, et c'est dans la convention de stage que ça doit être ajouté. Ce que, au passage, ne font très peu d'écoles, même de haut niveau. Même on a déjà vu des dossiers au cabinet où des stagiaires avaient accès à des choses ultra confidentielles et notamment couvertes par le secret défense, et c'est pas couvert dans les conventions de stage. Donc effectivement, un conseil, quelle que soit l'école, regardez la convention de stage, surtout si le stagiaire va travailler sur des choses relativement stratégiques, comme si c'était un salarié, avec le même niveau d'attention. Et pour compléter ce que vient de dire Cyril, il y a un élément qui peut paraître évident pour les juristes, mais qui l'est moins souvent pour les praticiens, c'est que une convention de stage, en l'occurrence, c'est souvent un document préétabli que l'organisme de formation, l'université, le cas échéant, va proposer pour signature à l'entreprise. Et on peut être tenté de penser que finalement on n'a pas le choix, qu'on est face à ce que les professionnels du droit appellent un contrat d'adhésion dont on ne pourrait pas modifier les termes. Ça n'est pas le cas, et en particulier ça n'est pas le cas s'agissant de la propriété intellectuelle. Donc rien n'interdit, et c'est même le sens de notre recommandation, de signer la convention de stage d'une part, et de signer un avenant qu'on aura rédigé pour les besoins de la cause à cette convention, qui sera donc également tripartite entre l'entreprise, le stagiaire et l'organisme qui dispense la formation initiale, dans lequel on va prévoir les règles applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle. Mais je vois dans la liste de questions, Cindy, c'est la même réponse pour les apprenants, hein, pour les apprentis, pardon. Stagiaire, apprenti, même combat. Alors, avec quand même une petite précision, hein, Cyril, là-dessus, c'est que là encore, on a plein de terminologies et en droit social, le législateur adore changer les terminologies. Donc, faut savoir de quoi on parle. Quand on parle d'alternance aujourd'hui, juridiquement, ça renvoie la plupart du temps, en tout cas, c'est la terminologie officielle, ça renvoie au contrat d'apprentissage ou au contrat de professionnalisation. Et ces deux contrats sont en fait des contrats de travail. Donc là, dans ce cas de figure, on est face à la situation d'une cession de droit par rapport à un salarié. Alors, une question de Thomas. Comment rédiger la clause de cession valable dans un contrat de prestation de service pour une offre qui n'existe pas encore? Alors, qu'importe. Ce qui est prohibé, c'est la cession globale des œuvres futures. C'est-à-dire, je signe avec un auteur, le cas typique, c'est je prends un peintre et je lui dis, voilà, tous les tableaux que tu feras, désormais, les droits me seront cédés. En revanche, le fait qu'il y ait une œuvre déterminée, c'est ça un des critères, même si elle est future, elle est inexistante, il faut l'écrire dans le cadre des obligations essentielles.
juste de déterminer comment elle va être réalisée, hein, parce qu'il y a des prérogatives de l'auteur où il peut faire ça diva. Donc, on détermine l'objet de la prestation de service et ensuite on dit, une fois que ce sera validé, cette chose, et d'ailleurs, quand on est côté client, il vaut mieux organiser la session au fur et à mesure de la réalisation. Une fois donc que ce sera réalisé, les droits sont cédés. Donc ça, c'est pas un obstacle. C'est du rédactionnel pur. Alors, on l'a dit, mais une question de Béatrice. Quel type de contrat lorsqu'il n'y a pas de lien contractuel? S'agit-il d'un contrat de cession de droit? Oui, c'est un contrat de cession de droit. On trouve plein d'exemples sur Internet. Peut-être que même d'ailleurs dans les documents standards de l'APP, c'est des choses que vous fournissez à vos adhérents. Voilà, ce sont des choses. Ce qui est en revanche important, c'est plus côté cédant, c'est de regarder ce qu'on appelle la destination de l'œuvre, puisqu'on a tendance à avoir des clauses extrêmement globalisantes où on peut tout faire de l'œuvre. Oui, ce sont des documents qu'on trouve assez facilement. Oui, d'ailleurs, effectivement, comme vous le disiez, vous avez un modèle de contrat de cession de droit sur le site de l'APP que vous pouvez du coup adapter à vos besoins. Alors, une question de Mathilde. Pardon? Non, c'est ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr. C'est pour ça que je vous laissais confirmer. Alors, une question de Mathilde. La qualification d'œuvre collective pour un développement logiciel, par exemple dans le cadre d'un stage, est donc difficile à qualifier selon vous? Auriez-vous des critères exemples d'apport indissociables pour pouvoir qualifier cette œuvre d'œuvre collective? D'accord. Alors, pour répondre, il faut expliquer les enjeux en termes de qualification. Vous avez deux types d'œuvres quand vous avez des contributeurs. Vous avez les œuvres collectives et ce qu'on appelle de l'autre côté les œuvres de collaboration. Hein, une des différences, c'est que l'œuvre de collaboration, on a des gens qui sont en frottement, en interaction et qui livrent quelque chose, et on a difficilement une capacité de déterminer qui a fait quoi. Hein, pour être très 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 schématique. Alors que l'œuvre collective, on est vraiment dans une optique de je reprends mon exemple de l'ouvrage, j'ai un auteur qui rédige la partie littéraire, j'ai un auteur qui m'a fait des photographies, je les réunis dans un ouvrage et je l'édite sous mon nom. Donc, difficulté d'une œuvre collective quand on a un stagiaire, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Et en réalité, s'il n'y a pas de dispositif contractuel, la réalité, c'est un problème de charge de la preuve. Et tout le contentieux qu'on peut voir sur principalement les créations de salariés ou les contributeurs, on voit bien, quand il n'y a pas d'écrit, l'entreprise, elle n'a pas d'autre choix, la plupart du temps c'est une entreprise, que d'aller sur le terrain de l'œuvre collective. Et il faut le documenter. Et on voit la façon dont c'est fait, c'est principalement avec des attestations. Ça peut être éventuellement des feuilles de temps, ça peut être des rendus qui ont été produits, ça peut être ce genre de choses. Mais il y a des brèches probatoires à combler et la plupart du temps, elles se font par voie d'attestation. Donc oui, pas impossible, mais plus délicat. Un seul contributeur, en plus stagiaire sans clause, compliqué. De prime abord compliqué. Typiquement, dans les audits d'acquisition d'entreprise, c'est des risques que l'on a de manière récurrente et on le couvre avec des clauses de garantie parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas faire de nettoyage contractuel. Le stagiaire, il est parti depuis des mois, voire des années. Et voilà, c'est la vie. C'est la vie des affaires. Alors, une question de Jean-Pierre. Au titre de la propriété intellectuelle, que pensez-vous des clauses des CCAG incluses dans les marchés publics? Alors, très pratique, en ce qu'il y a un cadre contractuel, mais il faut faire attention, dans les CCAGPI, il y a des options, et elles sont plus ou moins dures. Donc, par défaut, c'est un système de licence qui est concédé, mais vous avez aussi des options qui vont vers une cession à titre exclusif, avec des conditions, non pas de la portée de la cession, parce qu'elles sont relativement standards, mais des garanties qui y sont associées. Il faut savoir que c'est comme en matière de vente. Quand vous vendez une chose, vous devez être garant de la chose vendue. Donc, si vous avez dit autrement, s'il y a une action de tiers qui est faite en contrefaçon, vous devez garantir cette chose. Et ça, c'est un principe général qui est d'ailleurs même applicable en l'absence de contrat. C'est-à-dire, je mets à disposition quelque chose, si cette chose est attaquée, je dois en garantie. Donc, sur la clause de cession en tant que telle, dans son modèle le plus dur des CCAG pays, elle est relativement acceptable. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est les clauses de garantie d'éviction. Et ça doit pouvoir se négocier.
Alors, une question de Perrine. Dans le cas du stagiaire, la cession de ses droits de propriété intellectuelle peut-elle se faire à la signature de la convention de stage ou doit-on attendre la fin de la période de stage? Alors, non, il faut le mettre dans la convention de stage, ne serait-ce que pour des raisons matérielles, puisque c'est une convention qui est tripartite avec l'école, et que généralement, je n'ai pas en tête, mais il y a des durées maximales de possibilité d'accueillir des stagiaires. C'est une durée suffisamment courte pour qu'une clause de cession puisse être applicable. Une question de Jonathan. La création par un stagiaire d'une nouvelle version de logiciel libre dont la licence permet la vente d'une première copie doit-elle faire l'objet d'une cession? Si oui, quels sont les droits à se faire céder? Alors ça, c'est une bonne question. Ça serait un bon cas pratique pour des étudiants, parce qu'on est obligé de décortiquer en fait les hypothèses. Je suis obligé de les faire par strate. Hypothèse 1, principe général. Donc on va imaginer que le stagiaire, il a évidemment pas de clause de cession dans sa convention de stage. Sinon, ça serait trop facile. Donc hypothèse première, les droits naissent a priori sur sa tête, puisqu'il n'est pas salarié en tant que tel, il n'y a pas de subordination directe, et il pourrait ne pas rentrer de ce fait dans l'exception du Code de la propriété intellectuelle. Ensuite, deuxième aspect, il y a les aspects d'open source. Pour ceux qui connaissent pas, on appelle ça aussi du logiciel libre. Il n'y a de libre en réalité pas grand-chose à part le fait qu'on ne paye pas. Ce sont des logiciels qui sont soumis à des conditions de licence qui sont différentes en fonction des typologies. Il y a tout un panoplie. L'APP a déjà fait des webinaires sur le sujet, donc je vous renvoie à la bibliothèque de webinaires antérieures. Parmi lesquels vous avez des conditions de licence qui peuvent être extrêmement restrictives, comme par exemple de ne pas commercialiser. Donc la licence libre, ce n'est pas un abandon en tant que tel de l'auteur de ses droits, ça c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est une adaptation des conditions d'exploitation. Donc dit autrement, dans les termes de la licence que l'auteur a choisi. L'auteur choisit de la soumettre à telle licence ou à telle autre. Donc ce qui veut dire que le stagiaire sans clause de cession, il est en aptitude théorique à décider que ce sera telle ou telle licence. Il peut juridiquement le faire. L'entreprise, normalement, n'aurait pas de pouvoir coercitif par rapport à cette situation. À l'inverse, s'il y a une clause de cession de droit, la décision in fine, de toute façon, elle doit appartenir à l'entreprise. Alors, il y a les problèmes sous-jacents de droit du travail. Harold, si tu veux développer, normalement, sur l'autonomie du stagiaire, à réaliser finalement une tâche d'un salarié. Il pourrait y avoir un risque sur ce terrain-là. Et en tout cas, oui, en termes de droit d'auteur, si on reste sur ce terrain, l'entreprise d'accueil, elle devrait avoir une cession de droit d'organiser, même si ensuite elle décide discrétionnairement de l'exploiter sous une forme de logiciel libre. C'est un peu long, pardon, mais la question, elle est, très intéressante, et deux, la réponse est complexe. Alors, vous l'avez déjà dit, mais c'est important de le rappeler. Donc, une question de Pauline. Dans les contrats de prestation de services avec des sociétés de développement de logiciels, y a-t-il une présomption de cession? Cindy, allez-y, répondez. Non, bien sûr que non. Il va falloir prévoir soit une clause de cession dans votre contrat de prestation, soit un contrat en tant que tel, un contrat de cession de droit. Très important. L'exemple qu'on vous donne à la fac de droit, c'est on vous dit si vous achetez un tableau, vous avez l'œuvre corporelle, mais vous pouvez le mettre dans votre salon, dans votre toilette si vous le souhaitez, vous avez la pleine propriété. Mais en revanche, ça ne vous autorise pas à, par exemple, faire des reproductions pour des cartes postales de ce tableau. Parce que pour ça, il faut les droits de propriété intellectuelle. Donc, dans les rapports contractuels avec des tiers, y compris ces salariés dans les mesures qu'on a indiquées, il est impératif d'avoir une cession. Sinon, vous n'avez qu'au mieux une licence à durée indéterminée, avec toutes les problématiques que cela pose sur le caractère indéterminé auquel on peut mettre fin à tout moment, moyennant un préavis raisonnable. Alors, une question de Thomas. Que signifie la notion de cession partielle? Cela signifie-t-il que l'on peut céder, par exemple, partiellement la titularité des droits d'auteur d'une œuvre logicielle à 50%? Alors,
il y a deux niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse qu'on va trouver en droit des biens et puis les spécificités de la propriété intellectuelle. Tout bien peut être coupé en morceaux. Une maison, une voiture, on peut dire j'achète X code part à partir du moment où l'autre personne est d'accord. On peut acheter X code part de la propriété d'une chose. Ça va toucher à la code part des droits, non pas de la titularité, parce qu'il y a vraiment des droits d'auteur. Donc ça, c'est les premiers niveaux de réponse. Ensuite, on peut, parmi cette quote-part de droits, ne racheter qu'un bout des droits. Les droits d'auteur, ils se déclinent en des grandes familles. On peut, par exemple, acheter le droit d'adaptation audiovisuelle. Donc, j'achète des droits sur un scénario pour en faire un film au cinéma ou à la télé. Ça, c'est un droit spécifique. Je peux aussi acheter le même scénario avec le droit de reproduction. Je vais l'éditer, je vais l'imprimer. C'est une autre branche du droit. Voilà. J'ai donné ces exemples parce que c'est typiquement des industries où on va acheter des bouts de droit et on va se les partager. Mais on peut le décliner également sur des œuvres digitales. C'est beaucoup plus rare. Hein. Alors, une question de Mathilde. En pratique, est-ce que l'œuvre collective en matière de logiciel est-elle beaucoup utilisée? Ne faut-il pas préférer la cession automatique des droits d'auteur dans le cas d'une activité non salariée? Ça, c'est sûr. Il est vrai qu'il y a de mauvaises pratiques dans l'environnement digital comme dans d'autres, mais celui-là, normalement, devrait avoir davantage de sensibilité. Très souvent, on voit pas de cession, une cession extrêmement mal écrite, dans le meilleur des cas. Et donc, effectivement, ne serait-ce que dans les rapports contractuels, il y a une chose qui est très classique. Je fais appel à une SS2I pour du développement. Elle utilise nécessairement des outils de tiers. Il y en a trois types. Elle peut utiliser de l'open source, du logiciel libre, des bouts de code d'éditeur qui sont soumis à des licences, mais également sa propre boîte à outils qu'elle décline pour les besoins du client. Ces trois objets de droit, ils doivent être réglés en droit. Si on se met pas d'accord par avance, c'est pas la même chose si on dit à une SS2I, mais en fait, tout ce que vous allez faire, ça va être pour moi, que pour moi, à titre exclusif, vous pourrez jamais le réutiliser. Donc ça doit être négocié dans les conditions financières. Et de manière détaillée. Une question d'Élodie. Qui doit prouver que la création du salarié, exemple une photographie, est bien une œuvre au sens du CPI? Alors, ça dépend dans quel contexte on se trouve. Le contentieux dont je parlais sur l'œuvre collective, c'est le cas typique du salarié ou l'ancien salarié. Souvent, il y a des affaires célèbres qui sont nées comme ça, qui fait deux prétentions, une prétention prud'homale et une prétention sur le terrain de la propriété intellectuelle, qui est une magnifique arme pour enquiquiner son ancien employeur. Je dis ça parce qu'un des arrêts fondateurs en matière d'informatique et de logiciel en particulier, c'est un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation de 86, qui est l'arrêt Pachot, que tous les juristes en droit d'auteur connaissent. Monsieur Pachot, c'est un comptable qui s'est fait licencier de sa société, qui a perdu les prud'hommes et qui est allé attaquer son ancien employeur en disant « Eh, dis donc, j'ai des droits d'auteur sur mes développements logiciels ». Et il a gagné, monsieur Pachot. Donc, le débat sur œuvre collective, pas œuvre collective, il est principalement des revendications de tiers, principalement. Quand on est l'entreprise qui bénéficie des créations et que l'on va au contentieux, l'œuvre collective vous crée une présomption de droit que le tiers contrefacteur ne peut que très difficilement inverser. Donc, c'est principalement dans ce cadre-là. C'est lorsqu'on fait l'objet de poursuites ou de revendications par le contributeur, qu'il soit salarié ou pas salarié d'ailleurs. Alors, une autre question. Dans le cadre envisagé dans cette session, quid de l'incessibilité des droits moraux? La réponse est en grande partie dans la question. La seule chose, les droits moraux, donc pour ceux qui ne sont pas familiers du droit d'auteur, vous avez deux branches du droit. Vous avez les droits dits patrimoniaux ou économiques, la capacité à autoriser à exploiter, pour faire très court, et à toucher le fruit de ce travail. Et il est assorti des droits moraux, dont le plus connu est le droit à la paternité. J'ai le droit de me revendiquer comme étant l'auteur de telle œuvre, lequel est considéré en droit comme imprescriptible et inaliénable. Donc, durée du droit d'auteur 70 ans à la suite de la mort de l'auteur ou au 1er janvier, la date de création pour les personnes morales. Droit moral, pas de limite.
mais pas de capacité de cession. La seule chose que l'on peut faire, c'est aménager contractuellement le droit d'auteur. Donc typiquement, ce que l'on fait, notamment pour des créations industrielles, c'est qu'on aménage le droit à la paternité. On dit, très bien, vous m'avez designé une paire de lunettes, mais vous n'allez pas mettre votre signature dessus parce que déjà, ça ne rentre pas. Mais en revanche, je vais laisser votre nom sur la notice d'utilisation ou sur le boîtier. Voilà, voilà la façon dont on le traite. Alors, une autre question, quid de la rémunération du prestataire ou de l'intérimaire en contrepartie de la cession de ses droits de propriété intellectuelle? Bon, ça, c'est une bonne question, mais ça donnerait lieu à un webinaire en tant que tel, donc je vais la faire très courte. Principes généraux du droit d'auteur, c'est proportionnalité à l'exploitation de l'œuvre, donc des royalties, ce qui est assez ennuyeux dans beaucoup d'industries. Il y a tout principe sans des exceptions, et ça tombe bien, en matière logicielle, il y a une exception, on accepte par principe le forfait. Donc très pratique. En revanche, sur toute une déclinaison d'œuvres, c'est beaucoup plus délicat. Vous avez les critères qui sont posés à L131.4, notamment les suivants du Code de la propriété intellectuelle, et il faut essayer de rentrer dedans et de le motiver dans son acte. Et tout ça pour vous dire que les documents standards, c'est bien, mais c'est souvent pas suffisant. Alors, une question d'Emmanuel. Dans le cas d'un ingénieur en prestation qui est en mission d'invention et sans qu'aucune clause sur l'API n'ait été signée, est-ce que la propriété intellectuelle, brevet dans ce cas, lui appartient ou à son entreprise ou au donneur d'ordre? Alors là, on est dans la discussion qu'on a eue là, elle était principalement sur le terrain du droit d'auteur. Ça a été évoqué dans les slides, mais je l'ai pas dit. Pour renforcer l'idée de la nécessité de l'écrit, c'est qu'il y a un certain nombre de périphériques comme la non-concurrence, la confidentialité, le secret d'affaires, le savoir-faire, etc., qui doivent nécessairement passer par écrit. Sur la partie brevet, on l'a pas mis dans la présentation. Là aussi, on a un principe qui est dans le code de la propriété intellectuelle. C'était une des questions qui était évoquée tout plus haut sur les inventions de mission ou hors mission. Schématiquement, si c'est dans le cadre de votre contrat de travail et vos affectations, c'est pour ça que les mots, un juriste, quand on dit création, on pense immédiatement droit d'auteur, alors que là, la formulation de la question, elle a attrait à du brevet. Quand on est dans des inventions de mission, le code de la propriété intellectuelle applique un système où les droits sur l'invention vont directement à l'employeur et l'employé a juste un droit à une rémunération complémentaire. Et le code renvoie notamment aux conventions collectives et aux accords de branche. Mais il y en a extrêmement peu où de tels accords ont été conclus. Voilà. Donc, est-ce qu'il a droit à une prime, pour répondre maintenant précisément à la question, est-ce que l'ingénieur a droit à une prime d'invention? Oui, c'est inscrit dans le code, mais par contre, qui lui paie? L'employeur, indubitablement. Mais en revanche, il n'est jamais indiqué combien. Et il y a eu quelques contentieux sur le sujet, mais ça se règle amiablement parce qu'on ne parle jamais de sommes extraordinaires, même pour de magnifiques inventions. Alors, une question de Béatrice. Qu'en est-il pour les doctorants participant à des projets innovants? Alors là-dessus, en fait, ça rejoint la question de tout à l'heure sur l'alternance, puisque le doctorant qui va donc intervenir dans le cadre de la préparation d'un doctorat professionnel va intervenir dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en vue donc d'acquérir ce diplôme. Donc à mon sens, mais je te laisse poursuivre, Cyril, on est dans le régime salarié. Oui, après ça va sur la notion d'innovation, ça va toucher globalement aux problématiques de capacité pour l'entreprise d'acquérir tous les droits. Donc là, si je prends le plus large de ce qu'on s'est dit, droit d'auteur, ça peut être cumulatif avec du brevet. Souvent dans l'innovation, on a beaucoup de choses qui relèvent, qui rentrent ni dans une catégorie ni dans une autre, c'est-à-dire ni dans le brevet ni dans le droit d'auteur. C'est beaucoup du savoir-faire. L'exemple typique, c'est l'algorithme. Un algorithme, ça se protège pas par du droit d'auteur, ça a une jurisprudence ultra constante. Ça peut être éventuellement brevetable comme un élément de procédé, mais très souvent, ça relève plus du savoir-faire. Et donc là, c'est ultra indispensable d'avoir des dispositifs sur la confidentialité et puis aussi des procédures opérationnelles derrière pour l'assurer. Voilà, donc, schématiquement, au travers de ces questions, c'est le quasi maximum de ce qu'on peut avoir sur les conséquences légales avec des contrats de travail. Si vous prenez sur des entreprises innovantes,
les contrats de travail des ingénieurs et toutes les personnes qui travaillent sur la R&D, ils sont très, 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 très costauds. Alors, une question d'Élodie. Peut-on imaginer une convention d'entreprise qui pourrait prévoir les modalités de cession des droits des salariés sur les créations, même si les contrats sont signés au cas par cas entre l'employeur et le salarié? Alors, je comprends à mi-mot, mais un rôle sous ton contrôle, que c'est une sorte d'accord d'entreprise au sens collectif, conditions collectives de travail. Hein. Oui, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être juste rappeler ce que ça recouvre, hein, et puis je rebondirai. Alors, donc, oui, effectivement, c'est important de rappeler en matière de hiérarchie des normes en droit du travail, on a en haut la loi, en dessous la convention collective de branche, et avant d'arriver à la relation contractuelle de travail, on peut avoir également ce qu'on appelle des accords collectifs d'entreprise, qui sont donc conclus entre l'employeur et les délégués syndicaux, ou dans certains cas d'accords atypiques avec les représentants élus du personnel. Et donc effectivement, ces accords d'entreprise vont avoir pour objet de conférer aux salariés davantage de droits que ceux qui sont prévus par la loi et la convention de branche. Après, dès lors qu'il y a des négociations sur les clauses de cession de droits, dans la mesure où l'employeur va avoir une tendance naturelle à vouloir appréhender tous les droits d'auteur sans aucune restriction ni limite, le fait de le placer dans une négociation collective, ça va pas faciliter la tâche. Et les quelques cas qu'on a pu avoir où les salariés ont voulu négocier des clauses de cession de droits, c'est un enfer. Soyons très clairs. Donc oui, en théorie, ça peut être une bonne idée. En pratique, il vaut bien mieux avoir en standard dans ces contrats de travail une clause. Alors, une question de Claude. Peut-on louer contre prime d'exploitation les droits d'auteur? Ça s'appelle des royalties, qui sont liées à une licence, en fait. Quand on parle de location, c'est l'équivalent d'une licence. Donc oui, c'est des redevances de droits d'auteur, bien sûr que c'est possible. Évidemment. Une question de Marie, et c'est l'avant-dernière d'ailleurs. Il existe des règlements intérieurs qui mentionnent la rémunération des créations des salariés dans leur mission ou hors mission. Ne peut-on pas les généraliser? Alors ça, alors, je vais peut-être faire un préambule là-dessus, Cyril, parce qu'en fait, ça rejoint la question précédente. Et là, encore une fois, ce qui est important, c'est de savoir de quoi on parle. Si on parle de règlement intérieur en droit du travail, ça renvoie à un acte juridique particulier prévu par la loi. C'est un acte unilatéral dont le contenu est strictement défini et limité par la loi. Donc le règlement intérieur, ça traite de l'hygiène, de la sécurité, des conditions de travail et également de la discipline. Alors après, il y a des clauses supplémentaires impératives sur la prévention du harcèlement, de la discrimination, etc. Mais le cœur du sujet, c'est ça, c'est hygiène, sécurité, conditions de travail et discipline. Donc, à partir de là, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre légal défini par le règlement intérieur, il n'y a pas sa place, normalement, et en toute hypothèse, ne sera pas opposable aux salariés. Donc, à mon sens, une clause de cession de droit n'a rien à faire dans un règlement intérieur. Après la question, de par la terminologie mission hors mission, ça a trait vraiment des espèces de brevets, hein, et pas tellement de droits d'auteur, et qui lui-même bénéficie des dispositions du code en la matière qui sont beaucoup plus protectrices pour l'employeur. Mais, Et enfin, dernière question pour aujourd'hui. Donc une question de Julie. Dans le cadre des relations en régie, dans lesquelles l'entreprise cliente ignore souvent le statut exact du consultant, indépendant ou salarié, il y a une clause de cession entre l'entreprise cliente et l'entreprise prestataire, et que l'entreprise prestataire n'a pas pris le soin d'obtenir une cession de droit du consultant. Quel est le risque en termes d'opposabilité de cette cession et comment s'en prémunir en tant qu'entreprise cliente? Alors ça, c'est le droit des contrats. À partir du moment où l'entreprise cliente elle a un contrat en monnaie difforme avec une clause de cession de droit qui tient la route, il y a deux droits
une garantie d'éviction dont j'ai parlé tout à l'heure, et la plupart du temps, elle a été négociée de manière âpre pour dire si j'ai un problème avec un des contributeurs, par exemple, ou un tiers, arguant que ce que vous avez fait pour nous, clients, c'est la contrefaçon, vous nous devez garantie. Donc, si on a une réclamation d'un consultant qui soit sous-traitant, qui soit indépendant, pardon, ou salarié directement auprès de l'entreprise cliente, et bien on appelle en garantie son prestataire. Mais encore faut-il déjà que le prestataire soit juridiquement et financièrement solide pour accuser le choc. Et puis après, ben, on regarde le dossier et notamment on met en avant l'œuvre collective au cas où. Voilà la réponse que l'on peut apporter. Alors, merci Cyril, merci Harold pour votre intervention. Merci à tous pour votre attention. Donc, nous allons terminer par cette question. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.